Je voudrais savoir si, parce que dans ce dossier, tant le récit des victimes que de certains témoins et le rapport de la commission d'enquête internationale, on a fait état de personnes mortes par électrocution. Est-ce que l'examen que vous avez eu à faire sur les corps qui vous avaient été déposés dans des camions militaires au niveau des deux morgues, est-ce que vous avez rencontré ces cas-là, des personnes mortes par électrocution? Oui, c'est bien possible. Et pourquoi je les ai groupés dans les morts par asphyxie? Vous savez que ce soit des personnes qui ont eu une compression au niveau de la cage thoracique, donc cette compression a empêché les mouvements d'inspiration et d'expiration pour faire entrer de l'air dans les poumons et qui explique le manque d'air et l'hypoxie et la mort, soit aussi par électrocution, ça peut être le même mécanisme mortel qu'on peut retrouver. Donc je suis tout à fait d'accord qu'il y a eu des cas. Mais dont on n'a pas pris soin, parce que si tu dis électrocution en plus, parce que les morts par asphyxie, en fait, on ne retrouve rien sur les corps. Vous n'avez pas une blessure visuelle, que vous voyez rien. C'est seulement parce qu'on sait reconnaître les asphyxies mécaniques à travers des examens médicaux légaux que nous faisons sur les corps, les piquetés hémorragiques. Et c'est les mêmes signes qu'on retrouve dans les cas d'électrocution. Donc oui, je le confirme. Pour ma gouverne, professeur, lors de votre récit, vous avez dit que ceux qui meurent par asphyxie, c'est généralement par manque d'oxygène. Oui. Alors, je voudrais savoir si, parce que vous avez dit que les signes sont approximativement les mêmes, pour le cas de ceux qui sont morts par électrocution, est-ce qu'il n'y a pas autre signe particulier visible sur les corps qui ne soit pas, qui soit différent de l'asphyxie? Électrocution, même l'autopsie, elle est blanche. Vous faites une autopsie de quelqu'un qui est mort par électrocution, vous n'avez rien. Elle est autopsie blanche. La seule chose que vous pouvez retrouver, c'est s'il y a une brûlure. S'il y a une petite brûlure au niveau des extrémités, ça peut vous donner une idée. Et surtout, les faits directoires, c'est-à-dire que les explications, les renseignements de la police ou les témoins qui vont dire quelque chose. Mais électrocution, vous couchez le corps, vous l'examinez sur le plan macroscopique, vous n'avez absolument rien, mis à part quelques signes d'asphyxie que vous pouvez voir. Et autopsie, vous n'avez rien. C'est une autopsie blanche. D'accord. Pour le cas de ceux qui sont morts par électrocution au stade du 28 septembre, il a été acquis au débat ici que des militaires ont tiré sur des fils électriques qui sont tombés au niveau de certains toits, et beaucoup de citoyens, par méconnaissance, en voulant se sauver, en montant sur ces toits-là, ont pu être électrocutés. Ma question, c'est de savoir si ça pouvait laisser transparaître des traces visuelles au niveau des mains. Oui, c'est possible. Mais encore une fois, monsieur le procureur, malheureusement, on n'a pas pu... Vous savez, quelquefois, il faut être orienté. Est-ce que vous avez rencontré des cas? Voilà, on n'a pas recherché. C'est-à-dire qu'on a, je vois mes notes, on a eu 18 cas d'asphyxie. Sur les 18 cas d'asphyxie, on s'est dit c'est des personnes qui sont décédées parce qu'elles ont manqué d'oxygène. Quelles sont les circonstances? Est-ce qu'elles ont été brûlées parce que électrocution, ça veut dire que c'est une décharge électrique qui va probablement entraîner une tachycardie. Le cœur va filer beaucoup plus vite avant de s'arrêter. Mais si vous regardez, vous avez peut-être le signe d'arrêt cardiaque que vous allez retrouver macroscopiquement. Et vous pouvez quelquefois ne même pas avoir de brûlure dans les cas d'électrocution là, parce que tu mets ta main, ça va. Mais encore, procureur, c'est une autopsie blanche. Et si on est orienté avant, on pourrait éventuellement rechercher, éventuellement quelques petites brûlures ou des lésions. Mais sinon, on les met dans le groupe des morts par asphyxie avec peu de signes visibles macroscopiquement. Ensuite,
Vous confirmez qu'il y a eu des personnes qui étaient mortes par arme blanche, parce que dans le dossier, on a fait état de certaines recrues de Kalea qui, pour la plupart, avaient des armes blanches à l'aide desquelles ils ont pu blesser beaucoup de victimes. Vous confirmez quand même que... Oui, je confirme. Bien. Est-ce qu'il y avait autres blessures d'autre nature que ça ne soit par des armes blanches, que ça ne soit des armes à feu? Est-ce qu'il y en avait d'autres? Bon, ce que j'ai pu observer, comme je vous ai dit, c'est les armes à feu. C'est les armes blanches, là où il y a les deux catégories. Il y a les instruments piquants tranchants, qui peuvent être des baïonnettes ou des couteaux. Il y a les instruments tranchants contondants, qui peuvent être des machettes. Ça, donc il y a les armes blanches, deux types, piquants tranchants et tranchants contondants. Ça, on les a observés chez les victimes. Je reviendrai sur l'irruption des militaires au niveau des deux morgues, notamment au niveau de la morgue de l'hôpital Donka. Il y a une victime qui a comparu ici, qui s'est fait aider par un médecin pour avoir une blouse à l'effet de voir si elle pouvait rechercher et identifier son parent. Elle nous a dit, dans un récit très glacial, qu'en réalité, elle en avait été empêchée parce que la morgue de l'hôpital Donka était prise d'assaut par des militaires. Vous, qui étiez le responsable des deux morgues, Ignace Dine et Donka, le personnel que vous aviez déployé à Ignace Dine, c'était le vôtre, qui vous faisait des remontées périodiques, je suppose. Est-ce qu'on vous avait indiqué que les morgues étaient militarisées au point d'empêcher les citoyens d'avoir accès aux dites morgues pour identifier leurs parents? Bon, comme je vous ai dit, je sais très bien que toutes les deux morgues étaient surveillées par des militaires. Ça, je le sais. Je sais également que les militaires qui étaient arrêtés à la rentrée des deux morgues veillaient à ce que les gens ne rentrent pas à tout moment. Je crois qu'on avait même mis en place un programme d'entrée et de sortie pour examiner les corps. Et je sais qu'il y avait des difficultés naturellement d'accès pour le tout venant à la morgue. Et d'ailleurs, c'était ça l'esprit de la présence des militaires, de mettre ici pour éviter que les gens ne rentrent et sortent n'importe comment. Maintenant, pour ce cas particulier, je ne peux rien dire. Elle a certainement raison, parce que si tu es en blouse, effectivement, on ne t'arrête pas. Je vous ai dit au début ici, quand moi je venais à Ignace à l'époque, sans ma blouse, mais j'étais arrêté. Mais quand je porte la blouse, on me laissait passer. Elle peut effectivement aller prêter une blouse, et puis voilà, venir passer et puis faire ce qu'elle est en train de faire. Je suis d'accord, ça c'est bien possible. Mais je n'ai pas l'information selon laquelle la morgue a été, je ne sais pas, pris d'assaut par des militaires pour venir récupérer les morgues. Honnêtement, je n'ai pas l'information. D'accord. Le même 28 septembre, quand vous avez reçu l'appel du service de santé des armées, vous êtes venu directement à l'hôpital Ignace Dine. Oui. Est-ce que la même nuit, vous avez fait un tour à la morgue de l'hôpital Donka? Non. Le lendemain? Comme je vous ai dit, c'est quand je me suis rendu compte que je ne pouvais pas gérer tous les décès des événements à Ignace Dine que j'ai dit, réquisitionner la morgue de Donka et envoyer les corps là-bas. Le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour, on avait déjà pris des dispositions avec la directrice de l'hôpital Donka et j'ai envoyé déjà une équipe pour la gestion des corps, comme je vous ai dit tantôt, le docteur Gabriel, qui s'est associé à l'équipe qui existe déjà à Donka, plus certains personnels de Donka. Donc on a mis une équipe sur place pour gérer les corps. Maintenant, à partir du troisième jour, c'est que je passais plus ou moins régulièrement à Donka.
en tout cas, toutes les informations pour les décès et l'état des corps et tout ça m'était remonté régulièrement par l'équipe de Donka. Donc, personnellement, vous n'êtes pas venu avant 3 jours. Oui. Quand vous êtes arrivé, est-ce que vous vous êtes intéressé à la pharmacie de l'hôpital Donka? Vous êtes arrivé de ce côté-là? Non, non, je viens toujours à la morgue, je ne viens pas à la pharmacie. Je viens à la morgue, hein, sauf si j'ai besoin de médicaments, mais je ne suis pas allé à la pharmacie. Les jours d'après, À la pharmacie, non. En fait, vous savez que j'ai la possibilité de rentrer par la petite porte qui est juste après les rails, donc je ne fais pas le tour pour venir jusqu'à la pharmacie. La pharmacie est vraiment du côté opposé, quoi, donc je ne venais pas. En 2009, oui. Vous étiez combien de médecins légistes pour la Guinée? Bon, et vous savez que... Alors, 2009, je pense que j'étais encore seul. C'est en 2016 que j'ai mis en place ce qu'on appelle le diplôme d'études de formation des spécialistes en médecine légale. Confirmez qu'en 2009, vous étiez seul. Oui, j'étais seul, mais j'avais... À votre avis, professeur, qu'est-ce qui explique, après ces crimes de masse-là, on a parlé de viol, il y a eu une centaine de femmes qui ont été violées. Qu'est-ce qui explique qu'on ne s'est pas adressé au seul médecin légiste que vous étiez pour examiner ces femmes victimes de viol et de violences sexuelles? Mais il faut demander au procureur. C'est le procureur qui me requiert, moi. C'est vous qui me faites travailler. Si je ne suis pas requis, d'abord, je n'irai pas. Et on va me demander qu'est-ce que je viens faire ici. D'accord. Excusez-moi. Le procureur ne vous avait pas requis pour procéder à l'examen de tous ces corps, à l'examen que vous avez fait. Mais vous avez fait votre travail à vous, votre travail professionnel. Oui. Est-ce que vous ne pouviez pas faire la même chose? Parce que pendant ce temps, il y a des femmes qui se dirigeaient vers certaines cliniques de la place. Il y a des certificats médicaux qui sont versés au dossier, qui sont établis par le centre médical mère et enfant, établis par certaines structures sanitaires, dont des centres de santé, de Ratoma, je crois, et de Matam. Pendant ce temps, le monde savait qu'il y avait un médecin légiste. Pourquoi ça, professeur? Oui, ben, vous savez, la relation entre le médecin et le malade, c'est une relation de confiance et de conscience. Si le malade ne vient pas vers vous, il est très difficile d'abord, de dire non, venez, c'est moi qui dois vous examiner. Ça, c'est un. Et deuxièmement, ces femmes victimes de violences sexuelles s'adressent généralement en première intention aux centres de santé les plus proches. Elles vont à ce centre. Et troisièmement, il y a un élément que vous négligez, c'est que les avocats, ils envoient si par exemple ils sont commis par un avocat, l'avocat leur dit allez-y voir tel médecin. Ils vont là-bas. Moi, les quelques rares, peut-être si j'ai eu à l'examiner, c'est accompagné par un avocat qui me connaît, il dit oui, professeur Hassan, il faut voir et tout ça là. Mais si l'avocat dit vous allez partir à mère et enfant, ou vous allez la victime, elle va partir où? Là, on l'a dirigée d'aller. Soit elle-même, de son propre chef, elle dit je vais voir tel médecin, parce que je le fais confiance, c'est mon médecin, je le connais, ou bien on l'oriente. Mais c'est très difficile pour un médecin légiste qui dit non, 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 venez chez moi ici, n'allez pas là-bas. Déjà, ça pose un problème entre nous, médecins. Pour terminer, professeur, vous avez identifié certains corps formellement qui ont été restitués à leurs parents. Oui. Le reste des corps avait été exposé à l'esplanade de la grande mosquée Faisal. Tout à fait. Vous, en ce qui vous concerne, ce sont les corps
qui étaient au niveau des 2 morgues que vous avez rassemblées pour envoyer à la grande mosquée Faisal. Oui. Rappelez-moi le chiffre, c'était combien? 27. 27. Oui. Il a été acquis au débat ici que la commission de restitution a présenté à l'esplanade du palais, à l'esplanade de la grande mosquée Faisal, 57 corps. 57 corps. Vous étiez là, en blouse, n'est-ce pas? Oui. Est-ce que vous aviez vu ces 57 corps-là? Non. Combien de corps étaient là-bas? 27 corps, je le dis. Seulement. Ah, c'est ce que j'ai envoyé, c'est ce que j'ai compté. C'est ce que vous avez envoyé. Mais est-ce que c'est ce que vous aviez vu Bon, à l'esplanade de la mosquée? Pour moi, 57 corps ne passent pas inaperçus. 57 corps couchés, ça ne passe pas inaperçu. Voilà. Vous êtes formel? Même si vous venez aujourd'hui, parce qu'on peut vous donner même, on peut vous délimiter, hein, là où on avait exposé les corps. Vous pouvez mesurer. Vous êtes formel que c'est 27 corps qui étaient... Bon, je suis formel que dans les 2 morgues, il restait 27 corps et c'est les 27 que moi j'ai envoyés à l'esplanade. Et ce sont les 27 que vous avez vus à l'esplanade de la mosquée? Je n'ai pas compté ce que j'ai vu. Je n'ai pas compté. Parce qu'en réalité, je sais... Professeur, oui. 27, 57, la différence est énorme. Est énorme. Voilà. Qu'est-ce que vous avez vu? C'est pour cette raison que je vous dis, 57 pour moi était excessif. Je ne pouvais pas voir. Vous avez vu exclusivement 27 corps, c'est ça? 27 corps. Merci. Le professeur Hassan Ba, un éminent professeur, il a dit ceci: sur appel du médecin-chef de l'armée, il arrivait urgemment à recevoir au crépuscule du 28 septembre 2009 à la morgue du CHI d'Ignasdine 3 camions militaires qui contenaient respectivement 21, 7 et 13 corps, auxquels 2 autres s'ajoutaient, soit un total provisoire de 43 corps. Les jours suivants, ce nombre grimpait à 58 corps qui étaient dispatchés dans les morgues d'Ignasdine 24 et donc à 34. Certains de ces corps étaient déposés sur des paillasses. Il a ajouté que, nonobstant l'inexistence de réquisitions judiciaires, les examens médicaux légaux effectués sur les corps permettaient de comprendre que les victimes étaient décédées à l'aide d'armes à feu Kalachnikov, contondantes, piquantes et piquantes tranchantes, couteaux baïonnettes. Les corps portaient des orifices d'entrée et de sortie. Sur certains, des fractures étaient visibles au niveau des crânes, des nez et des thorax. 31 corps étaient restitués aux parents, 27 envoyés à l'esplanade de la mosquée, alors qu'on nous a fait comprendre que c'était 57. Le professeur dit que c'était 27 corps qui avaient été envoyés au niveau de l'esplanade de la mosquée Faisal, et à ce niveau, c'est seulement 2 qui avaient été restitués. Et les 25 autres, on est allé les enfouir dans un charnier au cimetière du Cameroun. On n'a pas eu la chance de faire le transport judiciaire, mais ce qui est évident, ces 25-là ont été enfouis là-bas sous instruction des militaires, bien sûr. Aussi, Monsieur le Président, il dit que les 54 corps qui étaient remis au colonel Chérif Diaby, dont le journal Valentin Haba faisait état sur instruction du journal Toto, n'étaient nullement arrivés dans les morgues de Donka et d'Ignasdine. Le professeur Hassan dit que les 54 corps ne sont jamais arrivés ni à Donka ni à Ignasdine. Donc, seul Chérif Diaby sait où il a envoyé ces 54 corps-là. Aussi, Monsieur le Président, honorables assesseurs, les militaires étaient effectivement au niveau des 2 morgues jusqu'au jour de la restitution des corps. Vous savez, beaucoup de victimes sont venues ici pour nous dire que quand elles sont allées pour retrouver les corps de leurs parents, les morgues étaient quadrillées. Il y avait des verrous rouges qui étaient là, qui empêchaient l'accès. Un médecin a expliqué ici par quel mécanisme il a réussi à arborer la blouse étant médecin pour avoir accès à l'intérieur. Et ce qu'il a vu, c'était vraiment de l'abomination. C'était insupportable, Monsieur le Président. Donc, il est évident que les jours qui ont suivi les massacres,
les morgues étaient prises d'assaut. Ces morgues-là étaient quadrillées par les bérets rouges qui refusaient tout accès. Aussi, Monsieur le Président, Dr Fatou Sike Kamara est passée ici. Elle était la directrice de l'hôpital national d'Anka au moment des faits. Elle a dit que les militaires avaient effectivement eu accès à l'enceinte de l'hôpital et de la pharmacie, où ils perpétraient des actes de violence au point de vouloir empêcher les médecins de faire leur travail, qui finalement les refoulaient. La vie de la pharmacie était fissurée. Aussi, professeur Namori Keita, un grand professeur aussi, il est passé ici, il a dit ceci: plusieurs blessés, dont les femmes victimes de viols et autres formes graves d'agression sexuelle, avaient été effectivement pris en charge au CHU de Donka le 28 septembre 2009 et jours suivants. Des débris de bois étaient retrouvés dans les vagins de certaines d'entre elles, attestant ainsi l'utilisation par les militaires des baïonnettes et des morceaux de bois dans leurs parties intimes dont elles avaient fait état. D'autres subissaient des viols collectifs. Le professeur Namouré est passé ici, il a donné ces explications-là. Et il a ajouté, le stade était fermé alors que les victimes se trouvaient à l'intérieur. Les anti-gangs étaient arrêtés à la porte. Les médecins avaient été empêchés d'y accéder. Il a ajouté que les bérets rouges rencontrés dans le quartier Landrea affirmaient aux médecins: de toutes les façons, ceux qui sont responsables de cette situation payeront et nous ne nous laisserons pas faire. Les militaires investissaient l'enceinte de l'hôpital Donka et y lançaient de la grenade lacrymogène. La pharmacie n'avait pas été épargnée. Une des victimes de viol avait subi une triple sanction. Hier, maître Alimatou en a fait cas. Cette victime-là, elle avait fait le baccalauréat. Elle n'a pas eu le bac. Elle a été atteinte par la maladie, le VIH-Sida. Elle a été violée, Monsieur le Président. Et lorsqu'elle a quitté l'hôpital, elle n'a plus eu le courage de revenir. Une fille de 17 ans dont l'avenir a été complètement hypothéqué. Monsieur le Président, il poursuit en disant « ce qui était arrivé n'avait aucun sens, aucune explication ». Professeur Namori Keita n'a trouvé aucune explication par rapport aux atrocités qui ont été commises au stade. Il dit qu'en tout cas, lui, il ne comprend pas. Ça ne devrait pas arriver en principe. Et il dit enfin qu'il y avait des blessés graves et certains étaient étalés à même le sol à l'hôpital. Monsieur le Président, M. Magnan Sidibé aussi est passé ici. L'actuel directeur de l'OGP, il a dit ceci: Feu Jean-Marie Doré disait lors d'une émission à la radio Planète FM que Colonel Kebro était l'un des éléments importants des massacres du 28 septembre 2009. 3 camions contenaient des corps. Ces camions-là étaient stationnés dans la cour de la présidence de Feu Général Lansana Conté et qu'il existe effectivement 2 à 3 fosses communes, dont la plus grande se trouve à Faban. Il a dit également que l'accusé d'Addis refusait que les corps soient envoyés dans l'enceinte du camp Alfaya Diallo pour ne pas qu'ils soient vus par les personnes qui y étaient fréquentes. Les mêmes sources lui disaient qu'environ 300 corps avaient été jetés dans la nature. Monsieur le Président, M. Cheikh Sidia Diabaté était également venu. Il a dit ceci: à mon arrivée au camp Samori Touré, les agents me disaient que 2 camions bâchés remplis de cadavres étaient stationnés dans la cour de la résidence de Feu Général Lansana Conté. Il partait lui-même vérifier dans l'un d'eux et apercevait effectivement les corps entreposés. Certaines personnes parlaient de 5 camions. Il ajoutait également que les 3 agents que lui l'avait dépêché au stade lui disaient avoir vu
2 à 3 personnes tombées et que c'était des militaires détenant des Kalachnikov qui s'y étaient rendus. Et il finissait en disant qu'il apprenait qu'il y avait des charniers à Faban, à Cameroun et ailleurs. Après donc les témoins du ministère public, Monsieur le Président, les parties civiles également ont fait venir 4 témoins qui ont été reçus par votre tribunal. Le premier, c'est M. Alpha Mamoudou Diallo, blanchisseur, qui est domicilié à Koya. Il a dit ceci: j'entendais des sirènes qui venaient de la Bellevue, les jeeps pleines de bérets rouges entraient dans la cour. Pivi était en tête, il saccageait tous ceux qui se trouvaient dans la cour et dans la maison et emportait d'autres biens. Il brisait les vitres des véhicules qui se trouvaient dans la cour. Un d'entre eux détenait le couteau et le fusil et disait que si je bougeais, il allait me tuer. Il n'y a pas ce qu'il ne faisait pas dans la maison. Le ministre de la Santé arrivait en tenue militaire avec ses gardes du corps. Il donnait des coups de pied aux malades qui étaient à même le sol et disait « c'est bien fait pour vous ». Ceux qui tiraient au stade portaient des tenues militaires couleur unique. Aussi, M. Ismaël Ba, logisticien domicilié à Lambagny, est passé et il a dit, alors que les gens priaient, car le musée avait fait le premier appel, les tirs commençaient, le gaz lacrymogène était largué. Ça tirait aussi vers la piscine. Tout était fermé, on ne savait pas comment sortir. Il y avait des fils électriques barbelés qui étaient posés sur les murs. Je recevais un coup au niveau de l'épaule. Les assaillants avaient des fusils et des bâtons. Je voyais une victime qui avait été éventrée, tenue par des gens. Un groupe de militaires cassait les véhicules chez Elhadj Selou. Il y avait beaucoup de morts. À la mosquée Faisal, les mouches volaient au-dessus des corps qui étaient exposés. Des gaz lacrymogènes étaient lancés à l'intérieur de la mosquée par la police. Alors que nous étions en train d'inhumer les corps à la demande des personnes âgées qui étaient parmi nous, nous apercevions quelque chose d'un peu plus grand, 5 à 10 mètres, qui ressemblait fort bien à un charnier dont je peux toujours reconnaître l'emplacement. Les gendarmes en treillis et les policiers de la CMIS administraient des coups. J'avais vu au stade une femme nue qui marchait et qui voulait sortir. Je voyais les bérets rouges qui poignardaient les gens, d'autres assaillants étaient en culotte. Professeur, juste 3 petites questions de précision. Est-ce que vous avez reçu des cas de mort suite à de la prétendue torture en provenance du camp Koundara? S'il vous plaît, reprenez la question. Je dis, est-ce que vous avez reçu des corps, c'est-à-dire des cas de mort, des suites d'une prétendue torture en provenance du camp Koundara? Est-ce que vous les avez reçus au niveau du CHU Ignace Diène ou de Donka? Pendant la même période? Oui. C'est non. Très bien, merci. Professeur, et je m'approche un peu à quelques questions du ministère public. Est-ce que les cas de mort que vous avez constatés, est-ce que vous avez enregistré des cas de mort dus à de la bousculade? Bon, vous savez, maître, ce que nous on peut dire, ce sont les lésions que nous avons rencontrées chez les victimes. Lorsque c'est une bousculade suivie de violence, oui. Lorsque c'est une bousculade suivie de compression thoracique ayant entraîné une asphyxie mécanique, oui. Mais une bousculade, s'il n'y a pas de lésion, on n'a rien à voir. Très bien, professeur. Et est-ce que, donc dans ce cas, vous avez tout à l'heure énuméré des cas où vous avez spécifié, comme on appelle, les différents cas de mort, les causes des différents cas de mort. Oui. Donc, est-ce qu'on peut dire, est-ce que vous pouvez nous donner un chiffre qui correspondrait à ce cas, c'est-à-dire dû à cette bousculade? Un chiffre. Bon,
Monsieur Maître, vous savez, encore une fois, j'ai parlé des morts dues à une asphyxie. Et mon travail n'est pas de dire qu'il y a eu bousculade parce que je n'y étais pas au stade. J'ai examiné les corps à la morgue. Donc, je ne pourrais pas décrire les circonstances. Mais encore une fois, j'ai eu des cas chez lesquels il y a eu des signes en rapport avec une asphyxie mécanique. Est-ce que cette asphyxie est consécutive à une bousculade ou à une compression du thorax ou quoi? Mais s'il n'y a pas de lésion, encore une fois, il n'y a pas de lésion. Donc, je ne saurais pas vous dire. Je ne saurais pas. Merci, professeur. Votre réputation vous précède. Professeur, pendant votre laborieux moment de travail, est-ce que vous disposiez de ressources tant financières qu'en personnel suffisant pour mener à bien votre mission ce jour? Oui, très bonne question. La médecine légale a été toujours un parent pauvre de la médecine, ça il faut le dire de passage. Les ressources, non. Parce que il n'y a pas de frais de justice. Il n'y en a pas. Ce n'est pas seulement pour les cas du 28 septembre, c'est pour tous les autres cas, il n'y a pas de frais. J'ai toujours plaidé pour qu'il y ait des frais de justice, mais il n'y en a pas. Mais qu'est-ce qui s'est passé pendant cette période? C'est que pour la gestion des corps, pour la préparation des corps, nous avons exprimé le besoin en formol, en alcool, en liquide, en intrant, tout ce qu'il faut pour mettre pour la préparation les soins de thanatopraxie. Et on nous a servi. On nous a servi quelques produits, hein, même si on n'avait pas à suffisance. Mais ce qui nous a permis quand même de maintenir les corps dans l'état que vous les avez vus jusqu'à la fin. Donc, c'est le ministre de la Santé qui gérait ça avec le directeur de l'hôpital. Moi, je ne faisais qu'exprimer le besoin et je voyais les médicaments et les produits. Merci, monsieur le professeur. Merci, monsieur le président. Honorable assesseur. Merci.